Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Fast Action Battle de Bulge, publié par GMT Games en 2008. Dans ce petit vidéo, nous allons faire la classique intro du jeu et nous allons parler de ses win conditions. Alors, je me paye la traite, là, la preuve que je fais surtout ces vidéos-là pour moi-même. Euh, J'aurais pu, là, tu sais, puis je vais le faire là, éventuellement, là, prendre des jeux plus à la mode et plus chauds, si on veut, là. Là, on sort quelque chose des boulamites, définitivement. Là, on sort, j'appellerai pas ça un classique, là, parce que comme on va le voir dans l'intro, là, euh, c'est un jeu qui a pas eu d'histoire tellement rose et tellement, tu sais, le Walt Disney Cendrillon, là, on est loin de là, là. Autant il y a des systèmes comme le coin que ça l'a parti en fou, puis ça a généré un paquet d'autres titles, là. Ça a été beaucoup plus difficile pour le système qu'on va appeler maintenant là, le FAB, Fast Action Battle, là, c'est son acronyme, là. Je vais en reparler un petit peu, là, mais disons que c'est ça, là, il a connu disons, une enfance difficile, une adolescence difficile, et il est mort prématurément. Alors ça n'a pas été, ça a pas été de longue vie pour ce système-là. Il reste que personnellement, je trouve que c'est un excellent système. Je trouve que le jeu sur le Bulge, qui est le tout premier du système, est excellent. Là. Ça s'est un peu gâté par la suite, puis ça l'a peut-être pas aidé nécessairement là, euh, bon, la réputation là, ou la longévité du système, mais bon, on va y arriver. Là. Fait que, OK. Ce que je trouve fascinant une des choses que je trouve fascinantes avec les Wargames, s'il y en a parmi vous qui ont écouté ma playlist sur le jeu Enemy Action Ardennes, on est exactement au même endroit, au même moment. On couvre exactement la même bataille à la même échelle. OK, alors ceux qui ont écouté le vidéo là, sur Enemy Action Ardennes, là, on commence encore le 16 décembre, on se rend jusqu'à la fin décembre, là, un peu après Noël. Là, dans le cas de Bulge, de Fab, on finit le 28 décembre. Vous allez reconnaître, là, tu sais, Verviers, Trois-Ponts, Bastogne, Liège. Vous allez reconnaître à peu près là, la map, là, on pourrait quasiment les mettre une par-dessus l'autre, là, à part la façon dont les endroits sont divisés, là. On est à la même échelle qu'on appelle l'échelle opérationnelle. Et ça, je trouve ça fascinant. Et quand on commence à jouer à des jeux, là, par exemple, si c'est, bon, là c'est peut-être au moment où j'enregistre la vidéo, c'est le deuxième jeu sur le Bulge que je couvre. Mais des jeux sur le Bulge, il y en a eu, je pense, j'exagère pas si je dis qu'il y en a eu des dizaines, là. Alors, quelqu'un qui en a joué 10, 15 là, à un moment donné, on reconnaît les unités, on reconnaît les endroits, on reconnaît qu'on est capable de nommer les rivières quasiment par cœur, toutes les petites twists, mais on est surtout capable d'apprécier comment un designer a pris exactement le même combat, la même bataille, puis l'a modélisé de façon complètement différente. Alors là, on va voir qu'on est ailleurs, déjà visuellement, là, ceux qui ont écouté le vidéo d'Enemy Action Ardennes, là, il n'y a pas d'hexagone. Les unités sont complètement différentes aussi. Fab est un système là, qu'on appelle d'area movement, là, c'est-à-dire il y a des areas comme ça là, de forme irrégulière qui sont utilisés là, pour le déplacement des unités. Là. On n'est pas dans les hexagones du tout, mais ça marche. C'est la même bataille. Et, et qu'est-ce qui était quels étaient les enjeux de cette bataille-là? Là, tout ça est modélisé à la façon que le designer, dans ce cas-là, Rick Young, l'a imaginé. Mais évidemment, il a tenu compte des problématiques de fuel de l'Allemand. Il a tenu compte que les Alliés ont été pris par surprise, là, comme on dit, les culottes à terre le 16 décembre. Il a modélisé nos fameux parachutistes là, de Von der Heydt sont là. Il a modélisé les roadblocks là, qui ont été placés d'urgence par les Alliés là, pour ralentir un peu la percée allemande. Il a modélisé aussi le fait que les armées allemandes devaient respecter là, leur zone d'opération. Là. Tout ça a été modélisé d'une certaine façon dans Enemy Action Ardennes et modélisé d'une autre façon dans Fab de Bulge. Et ça, je trouve que c'est unique au Wargame.
et c'est fascinant. Vous êtes capable de jouer le même combat là, avec des règles complètement différentes tout en gardant une certaine familiarité envers le thème puis le background historique de cette bataille-là. Alors, l'histoire du système, c'est que Fab de Bulge vient au monde en 2008, comme j'ai dit au début. Évidemment, c'est le premier jeu, mais ça s'annonce déjà comme étant un système. Il faut attendre en 2011 pour voir le deuxième titre du système, qui est Fab Sicily. Donc, l'invasion alliée en Sicile, la reprise finalement là, en fait, l'invasion de la Sicile par les Alliés. Là. Et là, c'est là que je disais où ça n'a peut-être pas aidé. Ce jeu-là est horrible. Horrible. Fab Sicily, c'est un des rares jeux où j'aurais préféré avoir un rendez-vous chez le dentiste là, plutôt que d'avoir à jouer à ça. Là. Euh, mon bon ami Tim Gagnon l'a résumé le mieux là, que je pourrais le faire. Là. Euh, Fab Sicily, là, c'est les Alliés qui passent la BOP en Sicile. Là, ou c'est le bulldozer, la gratte, appelez ça comme vous voulez. Là. Mais les Alliés débarquent là, et dans le fond, là, les pauvres Italiens n'ont aucune chance. Et je jouais l'Italien là, et c'est d'un ennui à mourir. Là. Je comprends que dans la majorité des jeux, il y a un attaquant puis un défenseur. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui est plus défenseur, là, mais j'ai jamais vu ça aussi, comme on dit, là, aussi sens unique que dans Fab Sicily. Alors moi, c'est un des pires jeux auxquels j'ai joué de ma vie. Alors c'est sûr, ça tire un peu des genoux d'un système quand le. Puis je sais pas, il est pas coté si mauvais que ça sur Board Game Geek, fait que c'est peut-être mon feeling, mon impression, là. Mais moi j'ai vraiment détesté. Et en 2016, qu'on est rendu 5 ans après Sicily, sort Fab Golan 73 sur le conflit entre Israël et la Syrie. Quand même un thème, là, on n'est plus dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est une bataille qui a peut-être été un peu moins couverte là, que toutes les batailles de la Deuxième Guerre mondiale. Et honnêtement, ce jeu-là est bon. Je le trouve moins bon que Fab de Bulge, mais je le trouve bon. Fait que c'était quand même pas si pire comme système, c'était pas si pire parti. Ensuite, il y a Fab Crusader qui se passe en Afrique pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est apparu sur le P500 et il a littéralement agonisé sur le P500. Alors, le P500, c'est le système de précommande de GMT Games, là, pour ceux qui ne sont pas familiers. Là, quand un jeu est presque prêt, puis dans le temps, GMT était un petit peu plus précoce à mettre les jeux là-dessus. Là. Quelqu'un avait une bonne idée, là, il mettait quasiment le jeu sur le P500 tout de suite, les gens précommandaient. Puis des fois, là, ça pouvait s'étirer. C'est ce qui est arrivé dans le cas de pauvre Fab Crusader. Puis le 500 vient du fait qu'habituellement, pour que GMT donne le feu vert à un design à l'époque, il fallait qu'il y ait 500 précommandes. Et Fab Crusader a gossé là, entre 400 et 500 là, pendant des mois, si c'est pas des années. Là. Et ce n'est que récemment, là, j'enregistre cette vidéo-là en avril 2022, là, puis je pense que c'est en février ou en mars que GMT a annoncé qu'il tirait la plug carrément sur ce système-là. Alors, Fab Crusader a disparu du P500. Je sais qu'il y avait un cinquième titre qui était en train d'être travaillé, Fab Dobno. Dobno 41, là, ça se passe en Russie encore là pendant la Deuxième Guerre mondiale, que j'ai playtesté et que j'ai trouvé très bien. Peut-être même mieux il y avait du potentiel pour être meilleur selon moi que celui sur le Bulge. Mais lui non plus ne verra pas le jour dans son itération actuelle. Et aux surprises quand même, dernièrement, dans la dernière newsletter de GMT, là, encore là, on est en avril 2022, Gene annonce et met sur le P500 là, une espèce de reboot de ce système-là, simplifié à première vue. Là, c'est dur à dire parce que sur une page de précommande, là, toutes les informations ne sont pas encore là, là. Mais le système semble avoir été simplifié. Il s'appelle maintenant Battle Command. Même designer, c'est encore Rick Young qui est impliqué. Là. Fait que là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu rebrandé le système de Fab, puis il va être ressuscité sous un. Ça va être un jeu différent, c'est sûr et certain. Ce sera pas pareil. Euh, mais bon, juste pour vous montrer, là. Alors, regardez la carte ici, là. Ça, c'est la carte de Fab de Bulge, le jeu qu'on va couvrir ensemble. Et ça, c'est la carte de Battle Command de Bulge.
Alors, n'ajustez pas votre appareil, c'est identique, 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 là. Les numéros d'area, bon, il y a quelques petites différences. À droite, ici, un petit peu, ça l'a changé, là. Il y a un tour de moins, il y a 8 tours au lieu de 9. On arrête le 26 décembre au lieu d'arrêter le 28, là. Mais vraiment, là, encore une fois, c'est, il n'y a pas de doute, là. Comme on dit, il ne peut pas relier ses origines, ce système-là, là. Fait que, on va voir ce que ça va donner. Il vient d'apparaître sur le P500, fait qu'on peut s'attendre à ce que ça prenne avant qu'il soit imprimé là, et livré aux gens. Là. On peut compter 1 an et demi facile. Là. Fait que Fab de Bulge est out of print, évidemment, releasé en 2008. Il y a moyen de mettre la patte dessus quand même assez facilement tu sais, dans les jeux usagés. Là. Pas très inquiète pour vous. Là. Euh, Évidemment, on peut toujours jouer par vassal, en autant qu'un des deux est la copie physique du jeu, of course. Fab de Bulge est ce qu'on appelle aussi un block wargame. C'est pas évident là, comme ça dans Vassal, là. Mais toutes les unités de combat là, sont en fait des blocs. C'est un classique dans les wargames. Là. C'est des carrés là, de plastique. Là. Je sais même pas en quoi c'est fait, là, mais c'est des carrés quand même assez épais, là, assez costauds, là, sur lesquels vous allez mettre un sticker. Le sticker qu'on voit là ici, là, l'espèce d'icône du tank avec les points tout le tour. Là. Alors vous allez mettre ça, puis les blocs vont être placés entre guillemets debout en face d'un joueur. Là. Fait qu'on joue vraiment, pas le choix de jouer face à face là, dans un block game. Là, parce que l'idée, c'est que l'information que vous voyez comme joueur, elle est secrète. Et votre adversaire la voit pas, lui. Votre adversaire, tout ce qu'il voit, là, mettons dans le cas de l'allié, là, c'est des blocs gris. OK? Puis ça demeure à ce jour la meilleure façon qu'un designer de Wargame a réussi à modéliser ce qu'on appelle le fog of war, c'est-à-dire de savoir où sont les unités sans savoir nécessairement quelles sont ces unités-là. Alors il y a une notion de bluff un peu dans n'importe quel bloc Wargame, là, il y a une notion de bluff où est-ce que là on bouge des unités, puis là est-ce un tank, est-ce de l'infanterie, est-ce une unité d'élite, est-ce une petite unité quétaine. On ne le sait pas tant qu'on n'entre pas en contact avec l'ennemi. Là. C'est beaucoup plus réaliste quand on y pense, là, surtout à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, là, pas trop à l'époque là, des satellites, puis des GPS, puis de toute cette technologie-là. Là, fait que les commandants devaient faire avec les rapports qu'il y avait, qui venaient du front, là, peut-être des fois des avions qui survolaient le battlefield, là, mais c'était approximatif, to say the least. Fait que, alors que normalement, dans les wargames, on est omniscient. Là. On regarde la map, là, puis même les units qui sont à l'autre bout, on est capable de voir tout ce qui s'en vient, puis de tout préparer en conséquence au poil. Alors, c'est un bloc wargame, on va y revenir, là, mais il y a la compagnie Columbia Games, entre autres, qui est très connue pour faire de nombreux jeux euh, avec des blocs, là. Fait que, mais le système de Fab fait ça aussi. Là. Bon, le art en général, là, tu sais, là, je suis pas aveugle, là, comme vous, je vois la map et je peux pas dire que je suis impressionné. C'est pas là, sans rien enlever à l'artiste, c'est pas un grand travail artistique. J'aimerais dire, des fois, on va dire, par exemple, la map est laide, mais elle est très fonctionnelle. Mais même dans le cas de Fab, de Bulge, euh, bon, on va le voir quand on va faire le tour d'horizon de la map, là, mais en tout cas, les routes puis les areas, les boundaries des areas, là, c'est un peu confusant, là. Euh, il y a quelqu'un qui a fait une map vraiment écœurante sur Board Game Geek, là. C'est juste en temps de l'imprimer puis de jouer dessus. Encore là, regardez ça et mémorisez ça, là. Elle n'est pas nécessairement plus belle, mais au niveau map fonctionnel, là, je vois clairement là, quels areas sont différents de d'autres, là, tu sais, puis vraiment, là, avec en tout cas, là, les points jaunes, puis tout, là, bref, c'est très, c'est très bien fait, là, fait que, c'est comme je dis, elle n'est pas plus belle, mais au moins, ça, c'est un cas où on aurait pu dire, la map est pas vargeuse, mais elle est très fonctionnelle. Alors que dans le cas ici, la map est pas vargeuse, puis bon, elle est pas super fonctionnelle non plus. Tant qu'à faire un système, c'est comme ça que je le ferais, là. Puis c'est comme ça que ça a été fait dans Fab, et ça, j'adore ça. Il y a ce qu'on appelle des system rules. Donc, il y a ce qu'on appelle des core rules, là, des règles universelles pour les trois jeux, finalement, qu'il va y avoir eu dans le système.
Alors ça, c'est 10-12 pages. Alors 10-12 pages, vous allez lire vraiment la base sur le système, ce qui est commun aux trois jeux. Et ensuite, vous allez avoir des règles qui sont spécifiques, évidemment, à chaque jeu. Fait que, puis ça, à peu près, c'est ça, c'est 7-8 pages, à peu près. Le point ici, puis c'est toujours intéressant, c'est que une fois que vous maîtrisez les system rules, vous décidez de jouer à The Bulge, ben vous avez 7-8 pages à lire de règles seulement. Vous décidez de jouer à Sicily, vous avez 7-8 pages de règles à lire. Vous décidez de jouer à Golan, vous avez 7-8 pages de règles à lire, parce que les 10-12 pages que vous avez lues sur les core rules, les system rules, c'est bon pour les trois jeux. Alors ça, c'est intéressant. Ces system rules-là se sont raffinés avec le temps et il est fortement recommandé d'utiliser, même si vous jouez à The Bulge, d'utiliser les system rules de Golan, qui est le troisième jeu qui est sorti en 2016. Alors, il y a eu des petites corrections qui ont été faites. Donc, les system rules les plus à date sont celles de Golan. Il y a quelques jeux qui font ça. Là. Le système Next War de GMT fait ça aussi. Là. Il y a des series rules qu'ils autres appellent, qu'à mesure que les jeux sortent, ça évolue. Là. Puis ils disent tout le temps, même si on joue au premier jeu de Next War, de prendre les series rules les plus loin en avant parce que les petits correctifs ont été faits. Là. Bon, là, qu'est-ce qui est là? J'ai blasté un petit peu le jeu puis tout ça, là, mais ben, pour moi, là, le highlight de ce jeu-là, bon, on va le couvrir éventuellement, ce système-là, là, c'est toute la façon que ce que le jeu appelle des assets ou des ressources est modélisé. Là. Il y a très, très peu d'unités sur le board. Comme on voit, là, la densité d'unités, le terme technique est basse. Encore là, ceux qui ont vu les vidéos sur Enemy Action Ardennes, vous avez ici euh, le 12e SS, la division du 12e SS. Dans Enemy Action Ardennes, c'est trois counters. Là. Dans Fab de Bulge, c'est un bloc. Alors, on va voir aussi dans les renforts alliés, là, vous avez la 101e division là, qui arrive à un moment donné. Là, dans Enemy Action Ardennes, c'est quatre tokens, là, c'est quatre units différentes, si on veut. Dans Fab de Bulge, c'est un bloc. Alors, la densité d'unités est très, très basse. Et il y a et à peu toutes, sauf les unités ou à peu près, est modélisé via ce système-là d'assets. C'est plus facile quand on regarde l'allemand. Là. Alors, l'allemand commence avec un paquet d'assets en jeu, mais éventuellement, ces assets-là, à mesure qu'ils sont utilisés, vont être recyclés, vont s'en aller dans une fameuse cup, là, une tasse ou quelque chose. Puis à tous les tours, un certain nombre de ces assets-là vont être pigés pour dire, ah, là, j'ai de l'artillerie qui est disponible dans ce secteur-là, dans cet endroit-là, j'ai un petit tank de plus qui est disponible. Et là, vous, comme joueur, c'est là la richesse des décisions. Vous allez décider comment vous assignez, à quel combat vous assignez ces assets-là. C'est vraiment, vraiment brillant. Ça n'a pas été tant que ça réutilisé, là, mais juste pour ça, ça vaut le détour. Puis ça vaut la peine de s'intéresser au jeu. Là. Alors, donc, ça réduit la complexité, ça, ça rend les décisions vraiment, là, comme on dit, meaningful, intéressantes, importantes, cruciales même sur l'utilisation de ces ressources-là. Là. Puis ça, avec le Fog of War, ça vous place un peu plus dans une position là, d'un commandant qui essaye de bosser ses unités du mieux qu'il peut pour qu'ils se débrouillent bien dans ce combat-là. Les combats sont fucking excitants. C'est un jeu qui utilise des dés à 10 faces, des dés 10, là, et des combats avec des blocs, c'est toujours excitant. Ok? Moi, je dois dire, je suis un petit peu plus, comme on dit, bucket of dice que de brasser un seul dé puis de checker une table avec un ratio puis des résultats. Là. Euh, donc, moi, je trouve ça toujours beaucoup plus excitant là, quand on arrive, mettons, le bord, ben là, j'ai huit steps d'unité, alors je brasse 8 dés sais, pour moi, c'est plus excitant là, que de dire, bon, ben, mes unités par rapport à tes unités, ça donne cette colonne-là dans la table, je brasse un seul dé, puis je check le résultat. Là. Fait que très, très excitant ce système de combat-là. Ça aussi, ça vaut le détour. Puis on va prendre le temps de le couvrir adéquatement là, dans la playlist. Là. Alright, win conditions, c'est simple. Alors, c'est une track de VP comme on est habitué de la voir. L'allié commence, là, il n'y a pas de symbole plus 10, là, vous allez comprendre pourquoi, là, mais l'allié commence avec 11 points de victoire.
On ne check pas les points de victoire pantoute pendant les 3 premiers tours, c'est-à-dire qu'on les enforce pas pendant les 3 premiers tours. À partir du 4e tour, là, dans le jaune ici, là, vous allez remarquer qu'il y a 2 chiffres séparés par un slash. Le premier chiffre est toujours à l'attention de l'Allemand, le deuxième chiffre à l'attention de l'Allié. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'à la fin du tour 4, si l'Allemand a 5 points de victoire ou plus, il gagne. Si l'Allié a 5 points de victoire ou plus, il gagne. Si on est dans la sandwich, là, si on est à l'intérieur de la sandwich, l'Allemand a 3 points de victoire, l'Allié a 3 points de victoire, personne gagne, puis on passe au prochain tour. Et à mesure que ça l'avance, là, Enemy Action Ardennes avait ça aussi un petit peu, là. Dans ce cas-là, là, à la fin du tour 5, il faut que l'Allemand ait 6 points de victoire. Fait qu'il y a toujours 10 de différence là, entre les deux au final. Fait que la grande majorité du temps, on va se retrouver dans le milieu du sandwich. Mais si jamais un side c'est un petit peu plus démarqué que l'autre, là, il menace de faire ce qu'on appelle là, un sudden death win condition à la fin du tour. Puis évidemment, vous allez me dire, ben Marco, à la fin du tour 9, c'est fini. Fait que qu'est-ce qui se passe? Fait qu'à la fin du tour 9, il y a quand même cette notion-là. Là, si l'Allemand a 5 points de victoire, à la fin du tour 9, là, il gagne une victoire. Là, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut la qualifier, là, mais écrasante. Euh, mais là, c'est le playbook qui va vous dire, bon, à la fin du tour 9, évidemment, on garde la même règle. 5-5, c'est une sudden death victory. Bravo, vous avez gagné, c'est clair. Ce que le jeu nous dit, c'est que si un side a 4 points de victoire, il gagne une victoire opérationnelle. Si un side a entre 1 et 3 points de victoire, il gagne une victoire qu'on appelle marginale. Et si le marqueur de points de victoire est à 0, c'est une nulle. Alors encore là, je ne suis pas un grand fan de ça, mais il y a plusieurs jeux qui vont faire ça, là, puis qui vont qualifier à quel point vous avez torché votre adversaire. Là. Alors, c'est ce qu'on veut dire par cette affaire-là. Fait que si vous gagnez une victoire par sudden death à n'importe quel tour, vous pouvez vous taper dans le dos et dire que vous avez torché votre adversaire. Quand on arrive à la fin du tour 9, ben là, ça dépend. Vous pouvez encore torcher votre adversaire, mais sinon, là, le jeu va quantifier votre victoire. Était-ce une victoire marginale, opérationnelle ou écrasante parce que vous avez atteint le sudden death? Puis pour le calcul des points de victoire, ben c'est archi simple. Le jeu vous donne un point de victoire pour chaque large unit que vous avez éliminé. On appelle une large unit une unit qui a sur son bloc 3 steps ou plus. Alors celle-là ici est une large unit. On va voir les détails là, parce que le plus de points qu'elle a sur le côté d'un de ses blocs, c'est 3. Donc celle-là, c'en est une. Celle-là, c'en est une. Évidemment, 4, c'est une large unit aussi. Celle-là n'en est pas une. Alors, ça, on peut dire que c'est une small unit, là, parce que le plus grand nombre de steps qu'elle peut avoir, c'est 2. Alors, les large units, les petites units, quand elles sont éliminées, on va les mettre dans le eliminated box des deux factions. Par contre, les large units, pour s'en rappeler, on va venir les corder ici. Là. Fait qu'on mettrait, par exemple, toutes les large units allemandes éliminées ici, puis toutes les large units alliées éliminées ici. Alors, c'est un VP par large unit éliminé. Et vous allez avoir 3 types d'icônes sur la map. Les fameuses, le fameux symbole là, de la croix, là, c'est pas la croix gammée là, qui est bannie partout, là, mais bon, la fameuse croix allemande ici. Là. Alors, ces areas-là ne valent des points que pour les alliés. Alors que les Allemands contrôlent ces areas-là, entre guillemets, c'est juste normal. Okay? C'est pas normal que les alliés contrôlent ces endroits-là. Là. Alors, ces areas-là ne donnent pas de points de victoire à l'Allemand, ne donnent des points de victoire qu'à l'Allié. Et autant de points de victoire qu'il y a de symboles. Si jamais l'Allié venait prendre le contrôle de Prüm, ici, là, ça lui donne 2 points de victoire. Alors, c'est ce qui explique qu'au début de la game, l'Allié contrôle là, certains endroits, là, mais s'il va se faire défoncer, c'est pas long, là, comme il est typique dans un jeu du Bulge. Là. Fait qu'on le voit, là, mais l'Allié est présent dans l'Area 9, ici, qui contient effectivement là, une croix. Alors, tu sais, là, il y a 3-4 points de victoire là, de l'Allié, là, que dès le tour 1, là, je vous dirais, la majorité du temps, là, ça fond comme neige au soleil. Alors, l'Allemand va prendre ça, puis après ça, va commencer à avancer. À l'inverse, les endroits qui ont des étoiles, comme ça ici, ce ne sont des points de victoire que pour l'Allemand. Alors, l'Allié ne gagne rien en contrôlant ces endroits-là, mais si jamais l'Allemand en prend possession, l'Allemand gagne ce nombre de points de victoire-là. Puis vous aurez deviné que ces points de victoire-là là, sont
Tu sais, dans le fond, l'Allemand contrôle, n'a ces points de victoire-là que lorsqu'il contrôle Luxembourg City. Si jamais les Alliés libèrent Luxembourg City, ben, l'Allemand va perdre ce point de victoire-là. Alors, pour être considéré comme contrôlant un area, il faut être le dernier à l'avoir occupé ou il faut l'occuper présentement. Et il faut être capable de tracer un supply, comme on va voir dans les règles. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Il faut être capable de retracer un chemin vers chez eux là, pour amener les sandwichs aux unités qui sont là. Mais les vrais hotspots, là, c'est les fameuses étoiles oranges. Il y en a 6, je pense, 6 ou 7. Un, 2, 3, 4, 5. Alors, un, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il y en a 6. Alors, ces endroits-là donnent des points de victoire aux deux. Alors, au début de la game, c'est tout l'allié qui contrôle. Le point ici, c'est que si, par exemple, l'Allemand prend le contrôle de Malmedy, ben, l'Allié perd le point de victoire parce qu'il ne le contrôle plus et l'Allemand gagne le point de victoire parce qu'il le contrôle. Alors, c'est un chiffre de 2 points de victoire au total. Quand une étoile orange change de main, c'est un chiffre de 2 points de victoire au total. Alors, ça, en guillemets, ce sont les vrais endroits qu'il faut watcher. Euh, Ce sont les vrais battlegrounds, les vrais endroits. Là. Bastogne est là, évidemment. Verviers est là. Et bon, là, la fameuse Meuse là, qui était omniprésente là, encore là dans Enemy Action Ardennes, là, ben, de la façon qu'on la modélise tout simplement dans ce jeu-là, là, c'est que les endroits à l'autre bord de la Meuse, regardez la quantité d'étoiles blanches qu'il y a là. Si jamais l'Allemand arrive là, c'est probablement game over, là, comme dans la majorité des jeux du Bulge. Là, c'est probablement game over. Là. Ça, il y a tellement de points de victoire à aller ramasser là, c'est épouvantable si jamais il y a des unités allemandes qui se ramassent à piétiner ça. Là. La game durera pas longtemps. Là. Mais typiquement, l'Allemand va reprendre ces endroits qui sont à proximité. Ça va ramener l'Allié autour de 6-7 points de victoire. Là. Puis encore là, dans les 3 premiers tours, là, fort probablement que l'Allemand va prendre une ou deux places, une ou deux étoiles oranges. Là, puis là, ça va amener le marqueur de VP dans la fameuse sandwich que je parlais tantôt. Là, puis là, l'Allemand va continuer d'avancer de peine et de misère. Éventuellement, l'Allié va commencer à essayer de reprendre ces places-là. Typique bataille du Bulge, typique ceux qui font de la haute pression. Là. Je vous recommande pas de jouer les alliés dans un jeu sur le Bulge. Là, encore là, c'est classique. Là. Dans le milieu, on a très bien modélisé. Là, regardez cette pauvre unité-là qui n'a qu'une seule step et qui fait face là, à des tanks élites. Là. Même affaire ici, on a un autre tank élite contre une pauvre unité. Là. Fait qu'au premier tour, là, et que ça revole. Et que ça revole pour l'allié. Ça crée des trous partout. On dirait que dans un jeu Area Movement, là, c'est encore pire. C'est pratiquement impossible de boucher tous ces trous-là. Là. Alors, il faut s'accrocher comme allié le plus possible et avoir confiance que nos renforts, éventuellement, là, et la fatigue allemande va se faire ressentir et qu'on va pouvoir reprendre le dessus. Alright, je m'arrête ici. Fait que c'est le début d'une playlist. Ce sera pas si long que ça. C'est un jeu qui est relativement simple. Bon, ça s'appelle Fast Action Battle. Il reste que pour jouer la campagne au complet de ce jeu-là, il faut compter peut-être 4 à 6 heures, là, quelque chose de même. Fait que c'est un peu ça. C'est fast dans le monde des wargames, dans certains cas. Là. Mais bon, évidemment, il y a des scénarios aussi plus courts qui sont disponibles. Bref, je m'arrête ici. Si j'ai piqué votre curiosité, là, continuez votre écoute dans la playlist. On va voir comment jouer à cet excellent jeu. Là, puis je vais essayer de vous transmettre mon enthousiasme. Merci, à plus.